Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur le réseau synchronisé du groupe RTS1. Nous sommes le mercredi 25 mai 2016 et nous sommes ravis, mon équipe et moi, de vous réveiller tous les matins parce que vous le méritez, parce que vous êtes bien notre choix. Alors merci beaucoup. Ce matin, nous parlerons, comme vous le savez, tous les mercredis de santé. Ce matin, on vous l'avait promis, chose promise, chose due. On reparlera des fistules de manière globale et surtout des stratégies mises en œuvre par les autorités de tutelle, par exemple pour la réinsertion sociale des patientes et finalement des femmes aussi qui sont arrivées à se faire réparer justement donc tout ça, tous les dégâts causés entre autres par l'accouchement, mais on le verra, n'est-ce pas Binta, qu'il n'y a pas seulement des fistules obstétricales. Bonjour Binta. Bonjour Nafissatou, tout à fait, il n'y a pas seulement que les fistules obstétricales et nous allons y revenir avec le docteur Labou, urologue à l'hôpital général de Grand Yoff, et aussi nous allons redonner la parole au docteur Medine Ndoye aussi, qui est urologue au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. Et cette fois-ci encore, une femme qui a vécu les fistules et qui va nous dire son appel par rapport aux autres femmes pour que également l'accompagnement soit de rigueur auprès de ces femmes porteuses de fistules. Chronique santé à suivre aussi la chronique économie. Ce matin, on parlera des chaînes de valeur. Évidemment, c'est un concept très développé, notamment dans les pays développés, mais surtout dans le secteur agricole. On verra comment ce principe, en tout cas ce secteur fondamental de notre économie peut être boosté, peut être beaucoup plus compétitif à travers justement la notion des chaînes de valeur. Bonjour, professeur Bey. Bonjour Nafi, bonjour à tous. Alors ce matin, donc, on parlera des chaînes de valeur. Du financement des chaînes de valeur. Du financement des chaînes de valeur, absolument, dans l'agriculture, leur financement, et aussi on reviendra par ricochet sur la notion de chaîne de valeur. Absolument, bien sûr. Oui, tout à fait. On va d'abord expliquer ce que c'est qu'une chaîne de valeur. Oui. Et évidemment, comme nous le savons, l'agriculture est cœur du PSE, du plan Sénégal émergent, donc c'est important. Il faudrait que les gens entendent parler de chaîne de valeur, mais en réalité ne comprennent pas ce que cela veut dire. Tout à fait. Dans la deuxième partie, ça sera un peu plus clair. On parlera aussi ce matin, comme on parle tous les jours d'ailleurs, d'entraînement, de gymnastique. Mais vous le savez, les mercredis, notre coach nous fait l'honneur d'être sur ce plateau pour revenir sur certaines notions fondamentales. Par exemple, le sport, j'allais dire, la gym dans les armées. Bonjour coach. Bonjour Nafi, bonjour à tous. Alors, la gym indispensable dans nos armées. Oui, indispensable, d'autant plus que ça fait partie de la vie quotidienne des militaires et par conséquent qui fait large part à l'instruction militaire. Vous savez, le militaire, sans une condition physique, perd 80% de chances de survie sur le champ de bataille. Et donc, c'est pourquoi il doit régulièrement être en très bonne condition physique. Je confirme, et surtout aussi, nous autres journalistes, si on n'est pas en très bonne forme, on ne peut pas performer. Je ne sais pas si le mot existe dans le dictionnaire. En tout cas, Badara ne me dira pas le contraire, lui qui fait des exercices physiques tous les jours sur la corniche. Bonjour Aline Badara. Bonjour Nafissa. Comment ça va? Ça va très bien. Bien réveillé, j'espère. Oui, très bien réveillé. Super, on est content de te voir ce matin, comme tous les matins. Ce matin, tu parleras notamment des femmes de la diaspora. Décidément, les femmes de la diaspora, évidemment, on le sait, qui jouent un très grand rôle dans le développement économique de notre pays. On parlait d'économie tout à l'heure. Et donc, pour magnifier, en tout cas pour davantage augmenter, et je ne sais pas si on peut parler de chaîne de valeur d'ailleurs, en parlant des femmes de la diaspora, pourquoi pas, on en saura davantage. Donc, pour parler de tout ça, on a le plaisir de recevoir une consoeur qui est en charge justement de cet événement. Un événement qui est coaché par Tiosan Productions. Bonjour Madame Yacine Saleh. Bonjour Nafissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, un mot déjà sur cette grande nuit de la femme africaine qui se tiendra les 2 et 3 juin à Paris. Voilà, c'est une nuit de la femme africaine. C'est une nuit où des talents de femmes seront distingués, seront mis sur le plateau, au devant de la scène, pour une bonne promotion des actions de la femme. Absolument, c'est bien dit, très concis. Merci beaucoup. À suivre aussi dans la deuxième partie les tendances, j'allais dire la chronique tendance. Nafissa Sayer revient ce matin. Et bien sur le festival de Cannes, il n'y avait pas que des paillettes, il y avait aussi des flottes. Et bien, elle était avec sa loupe pour regarder tout ça. Pour l'heure, je vous propose de rester d'ailleurs avec Nafissa Sayer. Elle nous présente l'horoscope. Bélier, comment résister au charme ravageur du lion? N'essayez même pas, vous ne le pourrez pas. Vous formerez un joli duo qui forcera l'admiration. Taureau, avec le scorpion, tout débutera par une amitié joyeuse et complice. Cette sympathique relation ne tardera pas à évoluer vers des rapports plus coquins.
Gémeaux, le Sagittaire saura combler votre besoin d'amour et de passion. À ses côtés, vous vous épanouirez à vue d'œil, vous serez comblé. Cancer, la Vierge vous aimera sans condition. Vous serez son héros favori, elle vous équilibrera. Quant à vous, vous la sublimerez. Lion, les vents sont favorables entre vous et les Gémeaux. Vous entrez dans une phase de développement de votre relation. À vous de jouer. Vierge, vous vous rapprocherez d'une balance, une tendre complicité s'installera entre vous. Avec elle, votre communication sera d'une fluidité inhabituelle. Balance, le Capricorne tiendra une place prioritaire dans votre vie. Vous vous accorderez plus de temps en tête-à-tête pour votre plus grand bonheur. Scorpion, entre le Poisson et vous s'installera une connivence exceptionnelle sur le plan intellectuel, sensuel et sexuel, le coup de foudre. Sagittaire, la ténacité du Taureau sera payante. Vous l'intéressez depuis longtemps, eh bien, cette semaine, vous devriez conclure. Capricorne, le mot amour clignote à chaque fois que vous croisez le Verseau. Qu'attendez-vous pour le brancher une bonne fois pour toutes? Verseau, le contact avec la Vierge sera spontanément sympathique. Il a de grandes chances d'évoluer en amour. Vous voilà prévenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Poisson, entre vous et le Verseau, la relation pourrait tout à coup s'enflammer comme une torche. Vous brûlerez d'amour l'un pour l'autre. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Merci beaucoup Nafissa Ayer, très bonne journée à toi. D'ailleurs, on souhaite une très bonne journée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, dans ce magazine, René Léon, lui, l'a déjà fait, il est là. Bonjour René. Bonjour Nafissa. En noir et blanc ce matin? En noir blanc, tout comme toi d'ailleurs. Le yin et yang à l'honneur ce matin. Absolument. C'est parti pour ton flash. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité ce matin. L'ouverture hier du congrès des gynécologues d'Afrique, eh bien, le constat est alarmant. Le taux de mortalité maternelle reste très élevé sur le continent. 640 décès pour 1000 naissances sont enregistrés. Quelles en sont les causes? Ramatadem nous répondra tout à l'heure. Pour les participants, le relèvement du plateau technique et la formation du personnel sont à revoir. Et puis, vous l'avez remarqué, il fait encore frais en cette période de l'année pour les experts. Cela est dû à la persistance de l'air venu du nord. Sur tout le littoral de Dakar à Saint-Louis, le temps est clément, alors qu'à l'intérieur du pays, les températures restent très élevées. La rubrique au cœur de nos cultures. Ce matin, nous allons à la découverte des danses traditionnelles sérères effectuées lors de la fête des circoncis. Elles sont au nombre de 4, Sandang, Tarim, Soumangokon et Birandata. Ces danses appartiennent spécifiquement aux sérères des localités de Sahor, Diofior, Djelas et Fayon. Reportage à suivre tout à l'heure. Voilà pour le menu de ce mercredi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Le développement de tout cela, ce sera bien sûr dans quelques minutes. À tout à l'heure. Merci beaucoup René pour tes titres. On poursuit ce bloc d'infos avec la revue des titres. Nous démarrons avec la santé. D'ailleurs, ce matin, on va parler de santé. Dans Kinkiliba, la santé publique agressée, nous dit Direct Info. Des faussaires nigérians envahissent le secteur. Qui les protège, se demandent nos confrères. Le silence complice du ministère dénoncé, rapporte nos confrères. Et puis, rapport annuel de l'OFNAC, la poste et le coude épinglé, cher Kanté blanchi. Le Populaire, rapport 2014-2015 de l'Office national anticorruption, les premières victimes de Nafingom, et des établissements scolaires et des élèves, le coût les services fiscaux de Dakar Liberté, Post Finance, la commune de Sipikotan, la PNA, entre autres épinglés, renseignent nos confrères. C'est vrai que ce matin, les journaux ont fait de ce rapport leur chou gras. D'ailleurs, le quotidien en parle aussi, rapport sur la corruption, le coût de l'OFNAC, ironise nos confrères du quotidien qu'on va voir tout de suite. Poursuite judiciaire et limogeage proposé contre le directeur. Voilà. Libération ne dit pas autre chose. Enquête sur la délinquance financière, les OFNAC Papers, des corrompus. Et puis, commissariat de Pikine, 3 policiers accusés de vol de montres en diamant.
Enquête, rapport public 2014-2015 de l'OFNAC, les niches de corruption. Et puis, toujours à lire dans les colonnes d'enquête, non-versement de l'impôt par l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko enfonce le clou. Et puis, fin du blocus de la Transgambienne, les raisons d'un dégel, la rage d'Alassane Ndoye. Grand Place nous parle d'une autre affaire, celle des 4C, un centre commercialisé sur des scandales. Voilà comment titre ce matin Grand Place, relatant ou parlant justement de ce centre commercial, des 4C aux 4 hypothèques. Le bien des acquéreurs chargé de 18 milliards, la mairie de Dakar actionnaire serait Afone, disent nos confrères, et puis le procès s'ouvre lundi prochain. Stade, Cheikhou Kouyaté, capitaine des Lions, une guerre nous attend au Burundi. Je ne sais pas si tu peux confirmer, Anne Badara, est-ce que c'est une guerre? C'est une façon de parler, ça reste du foot. Hein. Oui. Bon, seulement quand on sait qu'actuellement les enjeux sont terribles, parce que le Sénégal a juste besoin d'un point, là où le Burundi a impérativement besoin des 3 points de la victoire. Donc c'est carrément une bataille qui attend nos Lions du côté de Bujumbura. Mais je pense qu'ils sont bien armés, d'autant plus qu'on sait qu'à la tête de l'équipe nationale, il y a ce grand combattant qui a fait la fierté quand même du football sénégalais, de par sa hargne, voilà, son envie et tout, Aliou Cissé. Donc il va inculquer ces valeurs-là certainement à ses Lions. Ce ne sera pas quand même une partie de plaisir. J'imagine. Hein. Bon, on suivra tout ça. On poursuit la une de Stade Euro 2016. Varane jette l'éponge. Énorme coup dur pour la France. Et puis National 1, tournoi de montée en Ligue 2. La course à la succession de GF, lancé le 5 juin. GF, c'est Guédiawaye Football Club, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup. On termine avec Sounelambe et cette grosse une photo qui barre la une de Sounelambe. C'est la photo de Lac 2. Lac 2 sort ses griffes et cogne sur Yahya Diop. Yekini à 3 minutes, je vais marcher sur lui. Prévient le jeune lion. Je vais venger Lac 1 et Mohamed Ali. Je n'ai pas besoin des conseils de Mbaye Gueye. Yekini n'est pas mon favori. Je vais l'envoyer à la retraite. Je préfère la bagarre à la lutte pure. Ce n'est pas avec moi qu'il va terminer en beauté. Balagaï 2 me sera d'un grand apport. Et puis, je suis déjà allé à Joal. Je vais y retourner. Voilà ce que dit Lac 2 à la une de Sounelambe. Merci d'avoir suivi cette revue des titres. On poursuit avec la chronique gym. J'appelle tout de suite coach Tambara. Ce matin, on va parler de la gym comme étant une activité indispensable à nos armées. Et pour cause, tout à l'heure, coach l'a dit, si un militaire n'est pas bien, bien formé, si un militaire n'est pas bien entraîné, il perd 80% justement de non seulement sa stratégie, mais aussi de ses forces physiques et puis de ses chances surtout de remporter une bataille. Rebonjour coach. Donc ce matin, le sport dans les forces armées. Voilà, le sport dans les armées, je disais tout à l'heure que c'est organisé sur une grande échelle par le commandement, simplement parce que le sport fait partie intégrante de l'instruction militaire et donc de la vie quotidienne des soldats. Et la préparation physique du militaire, c'est surtout le combat pour préparer le champ de bataille. Et donc là, il faut une certaine accoutumance sur le terrain. Il faut avoir justement certaines qualités, puisque vous savez, au niveau des armées, on comprend qu'une doctrine sportive bien conçue doit utiliser toutes les techniques et tous les procédés d'entraînement pour répondre valablement aux besoins des armées dans le domaine de l'entraînement physique et sportif. Alors tout de suite, je vous propose d'aller voir les commandos. Et là, et ces images, vous avez vu, c'est donc un combat corps à corps. Évidemment, ceci rentre parfaitement dans le cadre de la préparation physique. Et comme vous le savez, lorsqu'on aura épuisé toutes les cartouches et les munitions, il ne restera que le combat corps à corps. Il faut donc aller chercher cet ennemi, essayer de repousser l'ennemi à partir justement de ces combats que d'aucuns appellent le close combat. Alors là, c'est donc le ligotage d'un prisonnier que les combattants justement ont surpris. Et ici, c'est encore le self-défense. Alors ceci va permettre aux combattants d'être très aguerris puisque le combattant, il doit être agressif. Alors, c'est vrai, agressif dans le mauvais sens, ce ne sera pas dans le bon sens, puisque l'objectif c'est de tuer le combattant. Et donc là, l'ennemi, il faut aller le tuer ou de le détruire. Exactement, c'est ça. Et donc souvent, on a vu, les combattants prennent des risques.
vous l'avez tout à l'heure dit. Oui, beaucoup de risques. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a le parcours de risque, il y a également le parcours du combattant. Moi, je vais vous proposer justement des images venues de Fort Béart. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fort Béart. Et voilà, c'est donc là où j'ai fait moi-même mon brevet de commando. Ah oui? Ah oui. C'était en quelle année, pour nous rafraîchir la mémoire? Voilà, c'était en 1994. Alors, c'était extrêmement difficile. Ici, c'est donc une tyrolienne, ce qu'on appelle la tyrolienne. Il faut faire ce qu'on appelle une descente en rappel ou une descente en moulinette. Et donc, c'est des risques, hein, puisqu'il y a qui perdent peut-être leurs jambes, c'est souvent des fractures au niveau des bras. Oui, bien sûr. Les commandos sénégalais savent bien ce que je dis. Alors ici, c'est des descentes en moulinette. Et donc, vous avez, pour éviter certains risques, ce qu'on appelle le baudrier. Vous avez aussi l'autobloquant, ce qui va permettre, en tout cas, aux combattants qui préparent la guerre, d'éviter, en tout cas, certains risques, puisqu'il y a énormément de risques à ces entraînements-là. Ah oui, on l'aura vu, hein, et puis des images qui sont impressionnantes. Et là, il faut savoir, donc, il faut avoir des nerfs solides, j'allais dire. Et puis, est-ce que vous nous proposez, qu'est-ce que vous nous proposez davantage? Alors, je vous propose d'aller toujours au Fort Béart, c'est à quelques kilomètres de Marseille. Et donc, là-bas, c'est impressionnant. Il faut avoir une condition physique optimale. Si vous n'avez pas cette condition physique, vous ne pouvez pas faire ce genre d'entraînement. Alors, on ne dira jamais assez la finalité du sport dans les armées, c'est la préparation physique des militaires au combat, même si par voie de conséquence, il y a l'amélioration des performances sportives. Alors, regardez ici, avec ce qu'on appelle le dessalage et resalage, on va entrer dans l'eau. Et donc, dans la boue même. Hein. Ah oui, il y a la boue, la boue, c'est vrai. Vous savez, sur le champ de bataille, on peut rencontrer n'importe quel obstacle. Alors, c'est pourquoi on cherche justement cette accoutumance, puisque vous avez des falaises, vous avez des haies de fil de fer, vous avez des barbelés à sauter, mais aussi vous avez d'autres obstacles que sont des abattis, que le génie connaît bien, ce qu'on appelle les abattis vifs ou les abattis ordinaires. Bah, autant dire hein, que... ce sont des durs à cuire, hein, les militaires en tout cas. Merci coach. Peut-être un dernier mot justement sur aussi hein, l'importance, vous ne le direz jamais assez, l'importance de l'exercice physique. Donc ce n'est pas évidemment n'importe quel exercice physique, c'est des sauts d'obstacles, c'est finalement assez bien organisé tout ça. Voilà, tout ça donc des exercices qui sont adaptés aux réalités du terrain, puisque sur le terrain on ne sait pas exactement quel obstacle on va trouver là-bas. Vous avez plusieurs obstacles, j'ai parlé tout à l'heure des abattis, mais vous pouvez avoir à faire un coup de main. Le coup de main, c'est d'abord d'aller surprendre l'ennemi, le prendre, le ligoter en vue de le détruire ou de le tuer. Et je crois que c'est exactement ça. Mais la finalité, Nafi, du sport dans l'armée, c'est de préparer la guerre. Alors, qui dit guerre parle vraiment de destruction massive. Et donc, l'ennemi, il faut le tuer, voilà. Absolument, on ne rigole pas avec l'ennemi. Merci beaucoup, coach, pour cette chronique que vous signez tous les mercredis in situ. Anne Barakan a un mot. Non, juste une question pour le coach, connaissant son amour du sport et tout. Et quand on sait actuellement les difficultés dans lesquelles, en tout cas, évoluent les équipes militaires, je pense surtout à l'association sportive des forces armées, mais qu'est-ce qui expliquerait cela? Alors que je pense à la base, ils ont un atout sur les autres. Qu'est-ce qui explique les difficultés actuelles que traverse l'ASFA, par exemple? Je crois que ça, c'était simple, puisqu'aujourd'hui, en tout cas, il faut d'abord améliorer les conditions de vie du sociétaire de l'ASFA. Alors, le militaire de l'ASFA, il est au même titre que les autres militaires des cantonnements. Vous savez, il n'y a pas de différence. C'est vrai, la différence, c'est simplement le sport. Alors, si ajoute une chose, dans un passé récent, l'ASFA qui dominait pratiquement le championnat du Sénégal, avec beaucoup de titres, et là, c'était simplement puisqu'on avait une ascendance par rapport aux autres. Le crédit horaire qui était accordé à l'ASFA était extrêmement important par rapport aux civils. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation du sport,
tout le monde, justement, se rue vers le professionnalisme et donc tout le monde au même pied d'égalité. Merci beaucoup pour cette analyse. Voilà, l'ASFA, on fait d'ailleurs un grand coucou à l'ASFA. Et aussi tout à l'heure, vous avez cité Marseille, où il y a beaucoup de Sénégalais qui nous regardent. Donc, nous saluons justement la communauté sénégalaise de Marseille. Allez, sans transition, on va passer à la santé. C'est tout de suite avec Binta. Ce matin, nous reparlons des fistules et vous l'aurez compris, il n'y a pas seulement que les fistules obstétricales, mais surtout ce matin, on revient entre autres sur la réinsertion sociale parce qu'il faut vraiment, c'est une vraie rééducation, il faut leur apprendre davantage, encore une fois, à pouvoir être libre, mais surtout à s'épanouir après justement cette maladie, on va dire cette pathologie qu'on appelle la maladie de la honte. Bonjour, rebonjour Binta. Rebonjour Nafissatou et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent de partout, du Sénégal et de l'extérieur. Un coucou à tous et dire qu'on revient sur les fistules parce que c'est un élément important sur lequel on aura toujours à dire et on aimerait que les communautés portent cet accompagnement-là plus que les structures de l'État qui sont mises en place. Il faut dire que dans le reportage que nous allons suivre, on a donné le micro, on a tendu notre micro à une personne qui a subi une fistule, donc qui a connu une fistule et qui est guérie de toutes les façons, et que l'on entend déjà depuis mardi, lundi sur les ondes des autres radios, et qui est venu aussi apporter son témoignage. Parce que faire parler des gens qui portent les fistules, c'est pas toujours facile. Pas du tout. Et elle s'est vraiment donnée. Elle a voulu prendre son courage à deux mains pour dire non. Pour appeler les gens à un meilleur accompagnement, aux familles à accompagner les personnes qui portent des fistules et à les amener aux structures sanitaires pour prendre des soins. Il faut dire que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis une batterie de stratégies. Déjà, vous avez entendu parler de sages-femmes itinérantes dans les zones où il y avait des difficultés d'accès aux soins, d'accès aux services de santé pour un accouchement, pour une consultation prénatale, pour toutes les questions liées à la gynéco. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a recruté des sages-femmes qui sont directement mises à la disposition des régions médicales où il y avait beaucoup de problèmes par rapport au suivi des femmes. Et ces femmes-là sont chargées de faire des stratégies avancées, c'est-à-dire de ne pas être dans les structures sanitaires, mais d'aller vers les populations. D'accord. Okay. De faire de sorte que les femmes puissent bénéficier des soins, de la consultation prénatale, du conseil pour préparer l'accouchement, du lieu de l'accouchement. On ne le dira jamais assez, c'est extrêmement important et on va suivre d'ailleurs un élément que tes services ont concocté pour nous, pour revenir sur les stratégies mises en œuvre par le ministère de la Santé pour un accompagnement socio-économique de ces femmes qui ont guéri, heureusement. Oui. Et puis on a fait revenir également le docteur Labou et le docteur Medina Ndoye pour revenir un peu sur également les autres fistules qui existent. Il n'y a pas seulement que les fistules obstétricales. Il y a des fistules qui surviennent au cours d'un accident. Dans les pays où il y a également des agressions de femmes, où on traumatise les femmes, il y a également au courant de ces traumatismes, il découle des fistules. Il y a dans les zones où il y a la guerre, parfois on utilise la femme. C'est une arme de guerre. C'est également une arme de guerre. C'est tous ces éléments-là que nous avons dans le reportage que Kouresek nous propose du Service national d'éducation et de l'information pour la santé. On suit ça. Chaque année, on note 2 millions de cas de fistules dans le monde, dont 80% dans les pays en voie de développement. Au Sénégal, on estime 400 nouveaux cas de fistules par an. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a mis en place un dispositif de lutte contre cette maladie qui est devenue un véritable problème de santé publique. Nous avons la gratuité des césariennes, puisque quand il y a fistule, ça veut dire qu'il n'y a pas accès à la césarienne. Donc l'État du Sénégal a rendu gratuit la césarienne pour permettre à toute femme d'en bénéficier et d'éviter des complications. Il y a également le renforcement de la demande à travers le programme Badjan Gor qui joue le tremplin entre la communauté et les structures de santé. Il y a également la politique des sages-femmes itinérantes. Donc c'est des sages-femmes qui se déplacent vers les communautés pour voir les femmes dans les zones les plus reculées pour leur permettre de bénéficier d'un accès des services de qualité. Toutes les fistules ne sont pas obstétricales. Il en existe plusieurs types. Je ne l'ai pas eu suite à un accouchement. Je suis tombée du haut d'un étage et j'ai perdu l'usage de mes pieds. On m'a mis une sonde pendant 10 ans et c'est cela qui m'a donné la fistule. Ce sont des fistules qui peuvent être traumatiques.
On peut avoir aussi des fistules qui sont dues à certains types de cancers. Un cancer évolué non traité chez la femme pour les tumeurs du col de l'utérus, les cancers du col peuvent évoluer et entraîner une communication entre le vagin et la vessie. On peut aussi avoir des fistules dues à un cancer de vessie. Un cancer de vessie non traité qui évolue peut aussi aboutir à une communication anormale entre la vessie et le vagin, entre la vessie et le rectum. Mais en somme, les fistules obstétricales demeurent aujourd'hui les fistules les plus fréquentes. C'est une maladie qui non seulement crée un handicap physique et social, mais aussi maintient la femme dans un cercle vicieux de pauvreté. Pendant la période de la maladie, tous les droits inhérents à la femme sont bafoués. Pour pallier à tout ça, il faudrait que la société sache qu'elle a un rôle à jouer dans l'intégration sociale de ces femmes malades-là. Une fois qu'on a réalisé cette intégration sociale-là, il y a un volet non moins important de la prise en charge qui est l'autonomisation de la femme et qui est prise en compte dans nos programmes de réintégration socio-professionnelle des femmes porteuses de fistules. La lutte contre les fistules ne peut se faire que dans un cadre multisectoriel. C'est ainsi que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, avec l'appui de l'UNFPA et le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, a ouvert en mai 2015 un centre de réinsertion sociale en faveur des femmes atteintes de fistules. Nous faisons la réinsertion psychosociale, la réinsertion économique et effective aussi. Parce que c'est quoi? Nous faisons le renforcement des capacités des femmes. Nous prenons les femmes les plus pauvres et sur cette base, nous les faisons venir ici pendant 10 jours faire une formation par rapport au projet qu'elle a identifié, l'activité qu'elle a identifiée pour sa réinsertion économique, mais au sein de sa communauté. À ce jour, le centre a réinséré 30 femmes dans leur communauté et ces dernières ont démarré leurs activités pour lesquelles elles ont été formées et financées. On l'a vu, une activité importante, mais surtout des initiatives, il faut les prendre pour redonner goût à la vie à ces femmes, justement, qui ont été quand même stigmatisées, qui ont souffert d'avoir eu cette fistule-là ou ces types de fistules. Et puis aussi, Aïda Seck, d'ailleurs, qu'on a vu dans l'élément de Kourasek, revient aussi, lance encore une fois un appel, finalement, pour une meilleure intégration pour les femmes qui ont eu à vivre avec la fistule. C'est cela, et on a également vu le centre Diwanou Taoufer, qui a été mis en place par le ministère de la Famille. Et pour dire que c'est communautaire, les Badjanougor, les relais communautaires, les associations de femmes qui œuvrent auprès du ministère, aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale, pour parler à leurs consoeurs. Parce qu'il faut aussi une bonne communication autour des fistules. Il y a des familles qui gardent des fistules et qui ne savent pas que cette femme fistuleuse-là doit arriver à la structure sanitaire pour une prise en charge. Et la prise en charge, Nafi, elle est gratuite. On a entendu quelque part sur les ondes des radios des femmes qui se plaignaient pour être restées, mais sans une bonne prise en charge, alors qu'elles sont allées vers les structures sanitaires. Ça aussi, c'est un problème, mais plus on en parle, plus également on fait la sensibilisation auprès des familles et on forme davantage le personnel de santé. Oui, le faut. On arrivera à éliminer la fistule. Parce que aussi, heureusement que les urologues du Sénégal font des stratégies avancées, c'est-à-dire se déplacent vers les régions les plus reculées pour faire une consultation, pour proposer une réparation de fistule. Ça aussi, il faut saluer cette action des urologues, des gynécologues et des sages-femmes aussi, qui font les dépistages, qui en parlent également dans les activités de communication et aussi qui abordent les questions lors des émissions radio qui se font avec l'appui des bureaux régionaux d'éducation et d'information pour la santé et les chargés d'éducation et d'information pour la santé des districts que nous saluons, qui font un énorme travail pour la sensibilisation sur les questions de santé. Alors on reste avec Aïda Seck qui lance un appel pour le soutien à des femmes ayant vécu avec une fistule. On l'écoute. Je veux juste leur dire que c'est une maladie comme les autres. Seul le Tout-Puissant décide de ce qui peut nous arriver.
Nul n'est responsable de son destin. La fistule est une maladie difficile à vivre. Si au sein même de la famille, la malade est mise en quarantaine et sans soutien, sa souffrance va s'accentuer et elle-même ne voudra plus rester dans sa communauté. Je vous exhorte à soutenir les femmes atteintes de fistules, surtout vous qui vivez avec elles. nga jàppale ko te yàlla tax xool ko ni bu doon yow yàlla na fi yem nag bu mu avancé ñaanuñu ko yàlla dañu bëgg mu gën a wàcc. Vu, elle lance un appel, mais surtout aussi ce qui est important, c'est aussi de lancer un appel en direction des hommes. Parce que aussi ce sont eux qui vivent avec les femmes. Une femme qui a une fistule, eh bien on ne la fuit pas, mais au contraire on la protège, on essaie de l'entourer et surtout aussi moralement, psychologiquement, on essaie de la soutenir. C'est un accompagnement spécifique qu'il doit y avoir et ça doit commencer par l'époux, le mari. Oui. Ensuite, l'environnement familial. Parce que vous savez, une femme qui porte une fistule, déjà, elle se sent démunie. Elle ne peut plus être dans les activités des femmes, elle ne peut plus être à côté. On la met à l'écart. Dans les familles, on les met à l'écart. Parfois même, c'est elles-mêmes qui se mettent à l'écart. Ouais, pour ne pas déranger, tout simplement, elles ne veulent pas déranger. Elles sentent que quand elles sont à côté des gens, elles peuvent causer des torts. Et elles-mêmes, elles prennent le soin de ne pas être dans les familles, de s'isoler, d'être seules. Ce qui est très difficile hein, dans nos communautés, parce qu'on vit en famille, donc en famille nombreuse en général. Donc si c'est pas possible de s'isoler comme ça. Ouais, et puis on doit partager les repas autour d'un bol, on doit s'asseoir pour faire la causette. Et tout ça, la femme qui porte une fistule, la femme fistuleuse, a des problèmes pour jouer ce rôle-là dans la famille. Et ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est que beaucoup de femmes qui portent des fistules finissent par un divorce. Ah oui. Donc quittent les familles ou sont répudiées. Et ça, c'est l'égoïsme des hommes aussi. Hein, et c'est ça, c'est parce qu'également, il n'y a pas cette implication-là qu'on attend des hommes, cet accompagnement qu'il faut, et surtout des belles familles. Absolument. Donc les gens le prennent comme une honte. Quand ça va, voilà, c'est la meilleure épouse, mais bon, quand ça ne va pas, quand il y a une maladie... quand madame a toutes les fonctions pour jouer son rôle d'épouse. L'épouse, absolument. Elle est la bienvenue, elle est bien couvée, on s'occupe d'elle, on s'occupe de ses besoins. On la laisse faire des activités génératrices de revenus. Et vous savez, quand les femmes font ces activités génératrices de revenus, elles ont cette autonomie-là, cette indépendance-là qu'il faut pour que dans la famille, qu'on puisse vivre en harmonie. Merci beaucoup, Binta, pour cette chronique santé que tu signes tous les mercredis sur Kenkeliba à 7h06. Je vous propose à présent la chronique invitée avec Alioune Badara Kane. Badara Kane, que je suis très contente de retrouver ce matin. C'est vrai qu'hier, Anne Badara, on a parlé du code de la route, on a parlé des chauffards et malheureusement, tu as été victime hier d'un chauffard qui a endommagé ta voiture et elle est méconnaissable. Hein. Et moi, je lance ici un appel pour que tu aies une belle voiture avant la fin de cette émission. C'est parti. C'est parti pour la chronique invitée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nafissatou. Et merci à notre invité qui nous vient de Paris, Madame Yacine Sané, pour nous parler de cette grande nuit, la nuit de la femme africaine, que vous avez décidé d'organiser en France, alors que vous célébrez la femme africaine. Est-ce que ce choix-là est cohérent? Oui, bien sûr. En fait, je vais juste revenir sur cette nuit. Une nuit qui résume en elle toute l'ampleur d'une soirée où Tchosan Production a essayé de réunir des talents de femmes, notamment dans la culture, le théâtre, la musique et le stylisme. Cette année, nous avons choisi le stylisme comme prétexte pour accueillir ces femmes. Ce sera sous forme de défilé de mode, la haute couture, où d'autres femmes se produiront en même temps. Alors, en fait, ma question, c'est par rapport au choix, en tout cas, de la ville qui va abriter cette grande manifestation, qui est quand même, après tout, dédiée à la femme africaine. Pourquoi vous n'avez pas choisi une capitale africaine pour l'arbitrer? Bien sûr. Par exemple, Dakar ou Abidjan. Pourquoi? Bien sûr. Voilà, Paris parce que Paris parce que Paris, c'est la plus belle ville du monde. Paris parce que capitale de la mode internationale. Paris parce que Paris, c'est la ville lumière. Voilà, nous avons choisi Paris parce que, comme on dit en Wolof, Paris, parce qu'il y a tout le monde, il y a les médias. C'est une manière de faire une grande publicité. Voilà, c'est ça. C'est juste pour hisser le niveau, voilà, le niveau international et tout. Et faire, parce que nous sommes partis d'un constat. Ici au Sénégal, il n'y a que les grandes
stylistes qu'on entend à chaque fois, les grandes, mais à chaque fois, c'est une occasion cette fois-ci de donner la chance à celles qui sont ici au Sénégal et qui font de belles choses, d'émerger, de se faire voir, de se faire connaître. C'est juste ça l'objectif de... Mais est-ce que vous ne leur rendez pas la tâche un peu difficile? Parce qu'on sait que le voyage Dakar-Paris, ce n'est pas gratuit. Et c'est clair qu'elles seront obligées de se prendre au moins en partie en charge. Si vous l'aviez organisé à Dakar, ça aurait été beaucoup plus simple pour ces jeunes, en tout cas stylistes, qui veulent percer. Elles ne sont pas obligées de se prendre en charge. Il y a des subventions pour ça. Et là, nous sommes en train de travailler pour ça. Nous sommes en train d'œuvrer pour ça, pour que ça coûte moins cher à ces chers stylistes et autres artistes. Et en fait, le choix, comment cela s'est fait? Sur quels critères vous êtes basé pour choisir en tout cas ces stylistes-là qui vont représenter la femme africaine à Paris? Voilà, c'est sur la base de talent, bien sûr. C'est par exemple, nous avons décidé d'amener 4 stylistes qui viennent du Sénégal. Nous avons Ndeye Sokhna Meng, Sénat Couture. Nous avons Miss Sabali, Ma Passion Couture. Nous avons Dji, Haute Couture, Madame Dabo. Et ensuite, il y a Dija Création, Madame Khadi Diop Diaw, qui sont des femmes connues ici au Sénégal, qui font de très belles choses. Vraiment. Et là, nous avons fait une sélection. Et nous avons jugé nécessaire de les amener à Paris pour faire une soirée, appeler tout le monde à venir voir ce qu'ils font. Et les autres secteurs d'activité, parce qu'on sait que les femmes quand même sont très dynamiques ici au Sénégal, tout comme en France, en tout cas un peu partout dans la diaspora, dans d'autres secteurs d'activité, beaucoup plus porteurs que le stylisme. Et ces femmes-là, qu'est-ce que vous en faites? Elles sont exclues? Ici, d'abord, à Dakar, nous sommes en collaboration, nous sommes en partenariat avec FEXDA. C'est une organisation associative de développement dirigée par Hélène Ramagnan. On travaille en partenariat. Ensemble, nous allons aller à Paris, rencontrer d'autres femmes, rencontrer d'autres réseaux de femmes, comme FECODEV, qui regroupe beaucoup d'associations féminines qui sont basées en France. Et le premier jour de la manifestation, le 2, nous allons faire des panels, regrouper les participants, les partenaires, pour faire des communications allant dans ce sens. Alors, on sait qu'en fait, beaucoup de ces femmes, pour la plupart, malheureusement, sont surtout dans ce qu'on appelle des petites et moyennes entreprises. Je parle sous le contrôle de notre économiste maison, le professeur Bey. À quand voilà, une vraie capitaine d'entreprise, en tout cas, comme à l'image des hommes, une femme qui dirige une grande entreprise, comme ce qui se fait un peu partout en Occident, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi au Sénégal, on a du mal à en avoir? Bon, nous, à Tiosan Production, pour la nuit de cette femme, nous avons comme objectif d'inciter les femmes de la diaspora. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, peut-être parce qu'ils sont... je ne sais pas, mais c'est les inciter à investir et à réaliser des projets dans des productions pour préparer le retour au pays natal. Voilà, et cela pourrait peut-être passer aussi par l'accession enfin d'une femme à la magistrature suprême. Mais cela dépend bien sûr de votre engagement. Parce que la plupart des femmes qui s'engagent en politique, malheureusement, elles ne bénéficient pas du soutien de leur père. Oui, en général. Alors, les femmes, est-ce que quelque part aussi, vous ne devrez pas vous engager davantage pour porter haut le combat des femmes? Pourquoi pas? Mais vous savez, en Afrique, la femme, elle est toujours reléguée au second plan, bien que la parité est là. Et pourtant, vous êtes majoritaire dans les partis politiques. Politique. Oui, bien sûr. Moi, je suis culturelle. Oui, c'est une grande femme de théâtre, en plus d'être une grande journaliste. Mais je vais rebondir sur la question d'Anne Badara, si vous le permettez. Donc, je rappelle qu'on reçoit ce matin une consoeur, Yacine Sané, chargée de communication de Tiosan Production. Revenir sur la question d'Anne Badara. Certainement aussi, il avait envie de savoir finalement est-ce qu'il y avait j'allais dire, des modèles de femmes. D'ailleurs, vous, dans l'événement, vous prévoyez de mettre en exergue le talent de quelques femmes capitaines d'industrie. Je parle sous votre contrôle, par exemple, il y a Madame Khadidienne de Bioessence que vous décorez ce jour-là. Et puis, il y a aussi d'autres femmes, peut-être moins connues, mais aussi dont le talent, certainement, va permettre donc de servir de muse à ces femmes-là. Pourquoi le choix porté sur ces femmes qui seront décorées? Voilà, nous avons prévu de décorer 5 femmes, 5 femmes qui œuvrent dans diverses activités, dont Mme Khadidienne, qu'on ne présente plus. Elle est dans les cosmétiques depuis bien des années et elle est connue. Elle a reçu aussi beaucoup de prix. Elle est reconnue internationalement et tout. Nous avons jugé nécessaire de la décorer, ici au Sénégal, dans son pays d'abord.
Ensuite, il y a Madame Moumi Sekgay, Madame Dani Gay. Elle est derrière. Elle fait quoi en fait, elle? Parce qu'on la connaît moins en fait. En fait, je vais dire administratrice. Quand je vais dire patronne, bon, elle est derrière des médias. Ouais, comme la patronne, c'est elle qui est là, qui dirige derrière son mari, à côté aussi de son frère qui est artiste. Oui. Et quand on sait que c'est pas facile de gérer les artistes et tout, mais elle est toujours présente au cœur des actions de cette famille-là. Elle est discrète, personne ne la connaît. Là, on a décidé de la décorer pour que les gens aient une idée de qui elle est. Voilà, à part elle, nous avons aussi décidé de décorer une femme. Elle est à la retraite, Madame Diama Kouyaté. Elle œuvre dans l'éducation depuis plusieurs années. Elle est membre des réseaux FEGSTAR. On a décidé aussi de la décorer. Ensuite, il y a une femme, une Malienne, Aïssata Diakité. Elle est entrepreneur aussi. Et elle œuvre dans l'agro-business. Dans son slogan, elle dit qu'elle va lutter contre la faim dans le monde, mais spécialement en Afrique. Noël Badara, si tu permets, j'ai vraiment une autre question, parce que là, donc c'est pour magnifier les femmes de la diaspora, mais surtout, enfin, les femmes d'abord sénégalaises, ou même autres, par exemple, là, il y a une Malienne qui sera décorée, mais aussi pour permettre aux femmes de la diaspora de pouvoir investir dans leur pays. Moi, j'aimerais bien qu'on s'arrête là-dessus, parce que aussi les femmes de la diaspora sont réputées, bon, si c'est c'est quelque chose que je dis comme ça, mais qui est avéré ou pas, je ne sais pas, vous me le direz, qui est réputée être gaspilleuse. Par exemple, elles viennent au Sénégal avec de l'or, etc., dans les grandes soirées. Est-ce qu'aujourd'hui, cette image-là de la femme de la diaspora, c'est pour ça en fait que vous voulez davantage leur dire finalement que non, il ne faut pas gaspiller, mais il faut surtout investir. Est-ce que vous confirmez mes dires en fait, ou en tout cas mes supputations? Moi, je pense que cette tendance commence à disparaître. Mais vous confirmez que ça a existé? Oui, bien sûr, c'est évident, c'est bien évident, mais je pense que ça a tendance à disparaître avec les organismes sénégalais qui œuvrent dans le FAISE, qui est notre partenaire. Ils seront là. Le fonds d'appui à l'investissement sénégalais. Ils sont là pour canaliser les femmes, les inciter, leur parler et tout. Je pense que maintenant, elles prennent conscience de ça et je pense qu'elles vont changer incessamment. Je pense qu'en tout cas, je sais qu'il était question en tout cas dernièrement de diriger la diaspora en une région. Donc forcément, cela pourrait être... Et même un député est à prévoir. Un député, non, cela déjà c'est prévu, en tout cas par la réforme constitutionnelle et tout. Certainement, c'est une aubaine donc pour l'État du Sénégal de mieux communiquer, en tout cas sur l'intérêt qu'il témoigne à la diaspora sénégalaise. Est-ce que donc là, par rapport à cette manifestation, vous avez senti le soutien des autorités? Par exemple, le ministère des Sénégalais des Affaires étrangères. De toute façon, nous avons fait des correspondances. Comme d'habitude, nous avons fait des correspondances pour les associer à l'événement. Bon, des fois, c'est des lenteurs. Des fois, ils ne répondent même pas. Mais bon, nous, avec notre fonds propre, avec notre détermination, je pense qu'on ne va pas lâcher. On va continuer. Voilà. Et donc, rendez-vous le 2 et le 3 juin à Paris, l'une des capitales de la mode, à côté de Milan et autres. Merci beaucoup, Madame Yacine Sané, d'avoir répondu à l'invitation de King Keliba. Je vous propose une petite pause, histoire de chatouiller vos oreilles. Pape Birahim, voilà, c'est ce que nous